France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Dans l'actualité régionale, nous reviendrons sur la soirée d'émeute à Grenoble hier en marge de la manifestation contre la loi El Khomri. Des dégradations multiples et 7 policiers blessés. Yannick Biancheri du syndicat Unité SGP Police sera notre invité. À Chambéry, l'abattage des arbres des places de la gare et du palais de justice a bien débuté ce matin malgré la présence des opposants tenus à l'écart. 22 tilleuls ont été abattus au total pour l'aménagement de voies et de bus et de voies de bus et de pistes cyclables. Et puis les footballeurs d'Évian, Thonon, Gaillard sont au bord du gouffre. Les hommes de Romain Revelli devront s'imposer face à Nîmes vendredi prochain et espérer que Sochaux s'incline à domicile face à Clermont pour ne pas sombrer en championnat national. Ambiance ce matin. Il y aura 2 grands titres à la une de l'édition nationale à 19h30. Pas de motion de censure de gauche contre le gouvernement. Il a manqué 2 signatures sur les 58 nécessaires pour valider le texte. Les frondeurs socialistes promettent de publier la liste des signataires. Et puis le parquet d'Évry a ouvert une enquête après le suicide en direct sur Internet d'une jeune femme. Elle a filmé son geste désespéré sur l'application Periscope devant des dizaines d'internautes impuissants. Comment éviter que ces tragédies se retrouvent exposées sur la toile sans garde-fou ni moyen de les éviter? Le débat est lancé. Le rêve dans les yeux des enfants pour ouvrir ce journal des Alpes avec l'opération Rêve de gosse créée à Chambéry par les pilotes de l'association Les Chevaliers du Ciel. Il s'agit d'offrir des baptêmes de l'air à des enfants handicapés ou pas afin qu'ils vivent pour la première fois le fameux rêve d'Icare. Jean-Christophe Pain, Frédéric Pasquette. C'est bientôt le grand moment pour Amel, Paul et Mohamed qui sont venus tout exprès de Crangevrier en Haute-Savoie. Je suis contente de voler. T'as pas trop peur? Non. Moi, j'ai peur de rien. J'ai hâte de monter dedans. C'est parti. Mohamed et les autres embarquent. À bord de ce Casa 235 de l'armée de l'air, un transporteur militaire. À leur place, d'habitude, des paracommandos prêts à sauter. C'est Ismaël, son binôme, qui accompagne Mohamed pendant ce vol. Ils sont tous deux adolescents et c'est la première fois qu'ils décollent. Ça faisait bizarre parce qu'on vibrait un peu. Comme si on vibrait. Vibrait beaucoup même. Ouais, beaucoup, ouais. Et du coup, ça faisait stresser un peu. Un peu peur, comment ça va maintenant? Ça va. Vous êtes tous les deux quoi, vous vous tenez. Tous les deux, confrères. Ce baptême de l'air, c'est leur récompense. Après une année de travail pédagogique sur le plancher des vaches. Rêve de gosse, c'est aussi et surtout ça. L'objectif de Rêve de gosse, c'est de faire se rencontrer des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires pour lever les barrières du handicap, pour leur apprendre à passer outre ce handicap qui parfois peut faire peur. La plupart sont vraiment super motivés pour continuer les rencontres et faire pérenniser ces beaux projets, ces belles rencontres, non seulement sur l'année scolaire, mais également les années prochaines. En 20 ans d'existence, les Chevaliers du Ciel ont offert des baptêmes à 25 000 enfants à travers toute la France. Demain, à Salon de Provence. Retour maintenant sur une nouvelle soirée d'émeute à Grenoble. Hier, en marge de la manifestation contre la loi travail, des casseurs s'en sont donnés à cœur joie. Plusieurs enseignes ont été prises pour cible dans la ville. Des policiers ont été blessés. Un jeune de 20 ans a été placé en garde à vue. Céline Aubert-Aigré, Jean-Pierre Rivet. Voici les traces bien visibles des tensions survenues hier soir. L'avenue Alsace-Lorraine a été le théâtre d'un saccage généralisé. Les vitrines du Dauphiné libérées, celle d'une banque sur le trottoir d'en face. Un peu plus tard, la permanence du Parti socialiste est à son tour prise pour cible. Puis le GEM, l'école de management. Des victimes qui ce matin ont du mal à comprendre. Il faudrait comprendre la logique donc, de ces casseurs qui visiblement aiment bien s'en prendre à un certain nombre de symboles, mais s'en prendre à une école qui est un lieu de vie, un lieu d'expression, avec un grand nombre de populations qui sont là pour comprendre et aider les entreprises. Bon,
c'est un peu surprenant, mais encore une fois, je ne suis pas dans leur tête, c'est peut-être leur propre logique. Tout a pourtant débuté dans le calme à l'Assemblée quotidienne de Nuit debout à la MC2. À 20h, le collectif appelle à manifester en réaction au 49.3 invoqué par Manuel Valls pour faire passer la loi travail à l'Assemblée. Mais au fil des heures, la manifestation dégénère. Des personnes cagoulées commencent à casser des vitrines. Un jeune homme est interpellé, 6 fonctionnaires de police sont blessés. À la préfecture, on s'organise déjà pour la manifestation de demain, avec les syndicats cette fois, un cortège légal et organisé. Hier, le mouvement était spontané, difficile à encadrer. Quand il y a une manifestation de voie publique, obligatoirement, il y a une organisation, un dépôt de demande de manifestation et une organisation avec un cortège qui est identifié, clairement transmis aux forces de l'ordre pour qu'on puisse organiser cela. Hier, on a des forces de l'ordre qui ont répondu sur le terrain à une déambulation sauvage de gens qui n'avaient rien organisé, rien structuré, et ça se fait pas. Du côté de Nuit debout, on se refuse à tout commentaire pour l'instant. Une assemblée populaire se tient en ce moment même. Elle a pour objet les casseurs d'hier, mais aussi le grand rassemblement de demain matin. Une nouvelle manifestation nationale pour le retrait de la loi travail. Voilà, et à chaque manifestation, des forces de l'ordre sont prises à partie et payent un lourd tribut. Bonsoir Yannick Biancherli. Bonsoir. Vous êtes membre du syndicat SGP Police. Alors on précise, ce n'est pas 6 mais 7 de vos collègues qui sont blessés. Oui, 7 collègues qui ont été blessés légèrement. Je vous rassure, ils vont bien. Et dont 2 ont fait l'objet de tirs de bouteilles de verre, dont une s'est brisée sur un tibia et a occasionné une coupure. Alors, une personne en garde à vue, une seule garde à vue sur des centaines de casseurs. Comment ça s'explique? Et si peu finalement de garde à vue, notamment hier soir? Vous savez, c'est difficile pour interpeller. Et après, pour interpeller, il faut les policiers répondre à des ordres. Il faut avoir les ordres de pouvoir aller interpeller, aller chercher des individus. Soit on est conditionné à protéger, soit on est aussi conditionné à pouvoir aller interpeller. Là, on a pu aller interpeller cette personne qui a jeté des projectiles sur nous, sur nos policiers, sur mes collègues. En flagrant délit donc? En flagrant délit. Après, c'est la justice qui le prouvera. Il est soupçonné à l'heure actuelle, mais il est soupçonné d'avoir blessé 2 de nos policiers. Donc celui-ci a été interpellé. Après, dans une manifestation qui n'est pas forcément prévue, donc on n'a pas les moyens nécessaires pour encadrer une mobilisation. Vous étiez combien de membres des forces de l'ordre? Une soixantaine de policiers? Voilà. Vous savez, on a des groupes qui sont prévus pour faire du maintien de l'ordre à Grenoble, et on en a d'autres qui ne sont pas prévus. Et là, on est allé chercher aussi des effectifs de police qui ne sont pas aguerris au maintien de l'ordre. Ils n'ont pas les protections adéquates, ils n'ont pas les casques qu'il faudrait, et donc ils n'ont pas tous les moyens de protection nécessaires pour être justement protégés de ces projectiles. Et vous parlez de véritables guérillas urbaines. En face de vous, ce sont des casseurs armés, lourdement armés, comme on dit. Bien sûr, c'est des personnes qui viennent pour en découdre avec la police. Ils sont organisés, ils sont cagoulés, ils sont casqués, ils ont des masques, et ils viennent armés de bombes agricoles chargées de clous, ils viennent de harpons. On a un de mes collègues qui a eu la mâchoire fracturée par le jet d'une batterie de voiture. Enfin, vous imaginez, donc ils viennent clairement pour blesser, voire tuer du policier. Alors souhaitez-vous finalement des moyens supplémentaires pour contenir ces manifestations qui débordent? Bien sûr qu'on a toujours besoin, on a perdu beaucoup de monde dans la police nationale. Il vous faut quoi en plus des bombes lacrymogènes? Des moyens humains, des moyens matériels, des moyens de protection. Vous savez, en ce moment, on a les policiers qui sont mis dos à dos avec les casseurs parce qu'on a l'utilisation du flashball qui est décriée en ce moment, mais c'est l'un des moyens de protection pour répondre à ces agressions. Vous savez, quand on envoie une balle en caoutchouc pour se protéger de pavés, alors c'est sûr, ça peut blesser, ça peut faire mal, mais aussi les policiers sont blessés en face. Donc il nous faut des moyens de réponse. Alors ailleurs en Rhône-Alpes-Auvergne, des manifestations ont également dégénéré. Hier à Lyon, plusieurs centaines de casseurs sont pris entre autres à un local de police et à la permanence du PS. C'est le passage en force de la loi travail, là encore avec l'article 49.3 qui a mis le feu aux poudres. Moulouda Issoud, Patrick Perel. Au plus fort de la mobilisation, près de 1000 personnes se sont rassemblées hier soir, place des Terreaux. Une manifestation non autorisée par la préfecture. C'est un rassemblement spontané de citoyens. Effectivement, dans la loi, ils ont le droit de passer par le 49.3, mais c'est quand même un passage en force. J'ai du mal à comprendre que le Parti socialiste, un président qui a quand même fait toute sa campagne sur « mon ennemi c'est la finance », aujourd'hui soit capable de faire ce que la droite n'a pas fait, quoi. Donc je pense que les gens sont très en colère. Une colère exprimée avec violence par certains contestataires qui ont caillassé le local de la police municipale dans le 1er arrondissement avant de saccager la permanence du Parti socialiste sur le plateau de la Croix-Rousse. Vitrines explosées, mobilier éparpillé, l'addition sera lourde pour le PS.
En début de soirée, un cortège de plusieurs centaines de manifestants a parcouru les pentes de la Croix-Rousse et occupé quelques instants le collège désaffecté François Truffaut sous la surveillance rapprochée des forces de police. Vers 23 h, devant l'hôtel de ville, le rassemblement s'est dispersé progressivement et sans aucun heurt. Alors on l'a entendu, dans cette manifestation, la police avec nous. Alors un coup, la police avec nous, un coup on l'aime, un coup on l'aime pas. Comment vous vivez ça, vous? Vous savez, mes collègues sont fatigués, ils sont exaspérés, ils sont en colère aussi. À 6 mois des attentats du 13 novembre, on avait le 13 novembre des manifestations qui étaient pro-police. Et là, quand on voit lors des dernières manifestations des slogans qui sont scandés, qui sont anti-police, tout le monde déteste la police, c'est scandaleux et c'est honteux et mes collègues n'en peuvent plus. Donc, pour vous, en effet, c'est pas facile à vivre. Alors demain, jeudi, jour de manifestation, également, vous serez sur le pont avec un dispositif différent de celui d'hier, j'imagine. Oui, bien sûr. Toute manifestation qui est prévue, on met les moyens en adéquation avec cette manifestation. Une manifestation qui n'est pas prévue, c'est sûr, on fait avec les moyens que l'on a et avec les effectifs. Et vous savez qu'à Grenoble, on a déjà un manque d'effectifs. Et dans une semaine, c'est vous, les policiers, qui allez manifester. Pour dire quoi exactement? Tout à fait. Alors, on a donné rendez-vous à manifestation à la Place de la République à Paris et dans toutes les régions. Pour nous, ça sera devant la préfecture du Rhône, le 18 mai à 12 h 30, pour dénoncer cette haine anti-flic qui commence à sortir depuis plusieurs semaines, où on voit des manifestations où on a des personnes qui veulent blesser, voire tuer des policiers. Donc on est là pour dénoncer pour avoir des moyens de protection et des moyens et de la reconnaissance de la population et de l'administration. En espérant que vous serez entendu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Sachez enfin que la secrétaire d'État chargée du commerce et de l'artisanat était de passage à Grenoble aujourd'hui à l'occasion de la semaine de l'apprentissage. Martine Pinville a visité un centre et rencontré des jeunes apprentis de la ville. Il a bien sûr été question du passage en force de la loi travail. Écoutez-la. Quand je rencontre des petites entreprises, quand je rencontre les chambres de commerce, les chambres des métiers, il y a toujours ce besoin, il y a des attentes pour les entreprises, pour qu'elles puissent recruter, pour protéger aussi les salariés. Et dans cette loi travail, il y avait tout cela. Il y a tout cela. Et finalement, vous savez quelle est la version qui sera adoptée, vous ? Écoutez, c'est la version qui a été proposée avec certains amendements qui ont été négociés avec tous les partenaires, avec les partenaires sociaux, avec les représentants des salariés, mais également avec les entreprises. C'est vraiment une loi de progrès. Et l'on reparle du loup. À Chichiliane, en Isère, le prédateur est suspecté d'avoir attaqué un troupeau à 100 mètres des premières habitations. Les faits remontent au week-end dernier. Une quinzaine de brebis ont été touchées. 4 d'entre elles sont mortes. Aujourd'hui, le maire de la commune demande de nouvelles mesures pour protéger les pâtures. Cédric Picot, Didier Albrand. L'attaque a eu lieu aux portes du village en pleine nuit de vendredi à samedi. Ces brebis laitières ont été prises dans une combe à 100 mètres des premières maisons. Les experts de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage n'ont pas encore rendu leurs conclusions, mais pour le maire du village, pas de doute, c'est le loup. C'est les éventrements qui sont typiques, c'est le fait que la bête vient prendre le foie des animaux. Je dois dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chiens errants dans le Vercors, ils ont tous été dévorés par les loups. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que les loups pour faire ce genre de carnage. Donc on voit les gigots ont été bouffés. 15 brebis laitières ont été touchées, 4 sont mortes pendant ou après l'attaque. À Chichiliane, on suspecte l'un des 3 loups qui rôdent dans les parages depuis l'automne. Une menace pour les 6000 ovins qui regagnent en ce moment les pâtures de la commune. Aujourd'hui, le maire souhaiterait que l'on éloigne le prédateur des alpages. En tant que représentant des maires de l'Isère pour le plan loup, il appelle à un vaste plan de chasse pour mettre la pression sur le canidé. Aujourd'hui, si on chasse un loup d'un élevage, il va 2 heures après faire un massacre dans l'élevage d'à côté. Donc on ne peut pas renvoyer le loup chez nos petits camarades d'à côté. Donc nous avons besoin d'une démarche concertée, collective, non pas pour exterminer le loup, mais le tenir à distance. Le loup est un animal territorial. Nous, hommes, nous avons besoin de mettre des limites à cette bête. L'idée d'une pression par la chasse a été évoquée ce soir lors d'une réunion des maires du Trièves et de Luce-la-Croix-Haute. Les élus souhaitent mettre en place un plan d'action pour lutter contre les attaques du loup dans les Alpes. L'année dernière, en Isère et dans les Deux-Savoies, près de 1500 ovins ont été victimes du prédateur.
Et une trentaine de loups ont été tués également. À Chambéry, en Savoie, les tilleuls situés sur 2 places proches de la gare ont été abattus tôt ce matin et malgré la présence des opposants, ils étaient parvenus à stopper les travaux lundi et mardi, mais cette fois, ils ont été tenus à distance. 22 arbres ont été coupés dans la journée pour laisser place à l'aménagement de voies de bus et de pistes cyclables. Maxence Regnault, Vincent Abran. Ils sont tombés un par un. En quelques heures seulement, 10 des 18 tilleuls de la place de la gare de Chambéry ont été abattus. Un abattage rapide qui crée la polémique et qui rassemble de nombreux opposants. Les semaines passées, plus de 7000 personnes avaient signé une pétition contre cette décision. On a fait signer pendant une semaine, ils sont tous contre l'abattage de ces arbres. Je les défie de m'en amener un qui était pour l'abattage de ces arbres. Et une municipalité, c'est une municipalité qui est vraiment pas courageuse. Ils n'ont pas consulté les Chambériens pour le projet. Quand ils mettent leur projet en place, qu'ils abattent, ils n'ont même pas le courage de venir sur le terrain. Outre l'abattage, c'est également les méthodes qui déplaisent. Selon les opposants, aucun dialogue, aucune concertation n'a eu lieu, ni avec les Chambériens, ni avec les élus d'opposition. Et les arbres sont tombés aujourd'hui, malgré 2 référés déposés devant le tribunal. On a consulté les juristes, on a consulté des avocats, tout a été fait dans les règles, tout l'abattage est bien fait dans les règles, le plan de circulation et d'aménagement est bien fait dans les règles, on est serein de ce côté-là. La cinquantaine d'opposants présents ce matin a ensuite investi sans violence le hall de la mairie. Entendus mais pas écoutés, leurs dernières actions ne changeront pas le sort réservé à la place de la gare. Elle sera bien au centre du nouveau plan de déplacement urbain de la ville de Chambéry. Et en Savoie, toujours, un accident d'hélicoptère s'est produit au Mont-Revard aujourd'hui. L'appareil a décroché brutalement pour des raisons inconnues lors du décollage. Blessé, le pilote et son passager ont été hospitalisés d'urgence. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Héroïne, le poison d'Annecy, 3e volet de notre série sur le trafic de drogue qui sévit dans l'agglomération annécienne. Ce soir, Ariane Combe-Savary et Christian Mathieu se sont intéressés aux difficultés que rencontrent les policiers dans leur enquête sur le réseau mafieux albanais qui s'est implanté en Haute-Savoie. C'est un trafic qui empoisonne depuis 3 ans la ville d'Annecy. L'héroïne se vend à tous les coins de rue ou presque. Très peu cher. Elle est disponible en quelques coups de fil. Il ne faut pas oublier que derrière ce commerce, il y a encore des gens qui meurent. Comment mettre fin au trafic? Que font les forces de l'ordre pour démanteler ces réseaux? Dans ce coin de forêt aménagé en parcours sportif sur les hauteurs d'Annecy, Jean-Pierre se promène 1 à 2 fois par jour. Il habite juste à côté. Régulièrement, il y croise des dealers et des consommateurs d'héroïne. C'est sûr que la configuration de l'endroit, elle est idéale pour les dealers parce que vous avez un point central où se font les rencontres, les transactions. Et par contre, on peut accéder par 6 ou 7 accès différents. Vous pouvez arriver par là, vous pouvez arriver par là, vous pouvez arriver par là, vous pouvez arriver par là-haut. Il y a encore 2 ou 3 accès différents là-haut. Ce qui le gêne surtout, c'est que l'endroit est très fréquenté. C'est inquiétant parce qu'on ne sait jamais de quelle façon ça peut déraper. Imaginez des gosses qui viennent s'amuser tout seuls et qui tombent sur une transaction en cours. De la part des clients ou des dealers, il peut y avoir des réactions imprévisibles. Il y a quelques semaines, les policiers ont arrêté le dealer en place, mais personne n'est dupe. Un autre y reviendra sans doute prochainement. Effectivement, il y a un renouvellement constant depuis 3-4 ans. Chaque interpellation, il se passe 48-72 heures, guère plus, et le vendeur est remplacé. La mafia albanaise implantée à Annecy et aux alentours disposerait d'une main-d'œuvre inépuisable. Au commissariat, 5 hommes enquêtent sur ce trafic. Sont-ils assez nombreux pour mettre à mal ce réseau très organisé? Malgré nos multiples demandes, aucun représentant de la police ne nous a répondu. Dans un rapport interne datant d'avril 2015, le commissaire d'Annecy juge la situation préoccupante. Il conclut. Il y a urgence à intervenir. Le travail de la brigade de sûreté urbaine d'Annecy ne suffit plus. La saisine d'un service de police plus qualifié pour travailler sur le long terme paraît nécessaire. Car en matière de stupéfiants, les enquêtes sont longues et laborieuses. Retour sur une affaire jugée en mars dernier.
Sur le banc des prévenus ce jour-là, 3 hommes. La tête d'un réseau implanté en Haute-Savoie, la nourrice, chargée de stocker la drogue dans son appartement, et le chauffeur, qui transportait la marchandise. 6 mois durant, ils ont été surveillés par la section de recherche des gendarmes de Chambéry. Elle a commencé en été 2014. On a monté un groupe de travail, une cellule d'enquête. Et jusqu'à fin décembre, la date des interpellations, on était 13 enquêteurs, H24. On avait des surveillances téléphoniques, on avait des surveillances physiques, de jour comme de nuit, et on avait des filatures de véhicules, et puis d'autres moyens de suivi géolocalisés, personnes et véhicules. 10 lignes écoutées en permanence. Un travail colossal, d'autant que les conversations étaient souvent en albanais. Ici, ce sont les fadettes, les factures de téléphone que l'on a épluchées une à une à l'aide de logiciels high-tech. On incorpore de manière massive des milliers de données. Chaque couleur représente l'activité d'une ligne téléphonique différente. Et on remarque que plusieurs lignes de correspondants, comme ici, comme là ou comme là, sont des correspondants qui sont communs à plusieurs abonnés, ce qui nous permet de pouvoir définir des relations au sein d'un groupe criminel. Des preuves comme celle-ci, il a fallu en accumuler des dizaines. Sans cela, pas de condamnation des trafiquants ou alors des peines très courtes. Les vendeurs d'héroïne le savent, ils tombent rarement dans les mailles du filet. Les 3 dealers jugés en mars dernier ont été condamnés à 8 ans de prison ferme pour le chef et 4 ans pour ses 2 subordonnés. Et maintenant, en direction la forêt des Chambarans en Isère, où les militaires qui occupent une grande partie de terrain ont la fibre écologique et le font savoir. Ils organisaient une opération de défense de la nature auprès des jeunes pour rappeler que la plus grande surface du patrimoine naturel du pays est dans les mains de l'armée et qu'elle en prend soin. Reportage Jérôme Ducrot et Franck Serroni. Vous pouvez remarquer que nous avons utilisé... Le ministère de la Défense possède le premier domaine foncier français. Depuis 2012, Life Défense Nature 2000 est le premier projet européen à s'intéresser à la biodiversité des sites militaires en France. Une bande dessinée a été présentée à des jeunes collégiens. Le but de cette BD, sensibiliser les civils à la richesse du patrimoine naturel de l'armée. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire de l'écologie et c'est vraiment surprenant. Moi je suis pour la protection des animaux, en particulier pour WWF. Et moi j'aime bien parce que j'aimerais bien devenir vétérinaire plus tard pour protéger les animaux. Cette BD Mission Orchis Militaris est le fruit d'un partenariat d'une école de dessin lyonnaise et du ministère de la Défense. Une rencontre de 2 mondes aux antipodes. On a fait un genre de petit road trip à travers les camps concernés par le programme. Et du coup, oui, ça a permis de bien se rendre compte de comment ça se passait sur le terrain. Et puis oui, c'est vrai que c'était un petit peu une plongée dans un monde qu'on ne connaissait pas du tout. L'armée a aussi ouvert ses portes au Conservatoire d'espaces naturels. Sur Chambaran. Déjà, ce programme-là nous a permis de rencontrer les militaires, de mieux se connaître et puis d'avoir accès à ce terrain, d'inventorier la biodiversité et puis après de pouvoir proposer des actions de restauration ou d'amélioration pour la préserver. On est en plus sur un site magnifique avec énormément d'atouts comme les étangs, le retour des castors sur l'étang du Grand Vienne. Nous avons, je crois, 24 sur les 30 sortes de chauves-souris dans le département. On en a 24 sur le site. La BD est à disposition des élèves, des professeurs ou des associations de respect de l'environnement. On peut aussi la télécharger gratuitement sur Internet. Un mot de sport, ils ne sont plus maîtres de leur destin. Les footballeurs d'Évian, Thonon, Gaillard devront battre Nîmes vendredi. Espérer que Sochaux s'incline face à Clermont pour ne pas sombrer en championnat national. Ce matin, à 2 jours de cette journée décisive, pas un mot des joueurs. C'est le coach qui a reçu la presse. Serge Vorette, Ingrid Pernet-Duparc. Le coach pour seul interlocuteur ce matin à la conférence de presse hebdomadaire. Un coach qui ne veut parler que d'une seule chose, le match capital à venir contre Nîmes. On va jouer le match à fond, on va le jouer, j'espère, de manière libérée. C'est le seul moyen de le jouer avec notre cœur. C'est le seul moyen de le gagner. Parce qu'on a bien vu que cette année, que les quelques résultats qu'on a fait, c'est qu'on les a joués, quand les joueurs se sont lâchés offensivement, défensivement, que ça a été fluide
Et ça vient souvent du cœur et des tripes. Donc le but, c'est d'amener les joueurs à ça. Et une fois que le match sera parti, il est parti. Et du cœur, le TG semblait encore en avoir ce matin à l'entraînement. Des sourires et de l'énergie malgré l'échec et l'effroi que le match contre Nancy vendredi dernier a provoqué. Une douche froide qui sonnera peut-être comme un ultime réveil face à Nîmes, car il s'agit de gagner pour se maintenir, mais pas seulement. Il faut aussi compter sur la victoire de Sochaux contre Clermont. Et là, le coach veut bien sortir de sa réserve toute technicienne pour penser tout haut. Au départ, c'est plutôt Clermont les favoris, malgré Sochaux qui est certes qui a son destin entre les mains, mais bon, on a bien vu, nous on l'avait aussi, d'un week-end à l'autre, personne n'a de certitude dans ce championnat de Ligue 2. Ça a poursuivi le championnat de Ligue 2 toute l'année et ça le sera jusqu'à la dernière journée. 2 yeux sur le terrain et 2 oreilles sur ce qui se passera à Sochaux. Pas de doute, Romain Révelli aura samedi soir tous les sens en éveil et ce, jusqu'au bout de la soirée foot. Petit rectificatif, Serge, c'est vendredi le match et non samedi. Je vous rappelle enfin le premier titre développé dans ce journal des Alpes. 6 policiers, 7 même blessés et une personne en garde à vue à Grenoble hier soir après les émeutes qui ont éclaté lors de la manifestation contre la loi travail. Des casseurs s'en sont pris à une dizaine de bâtiments ou commerces de la ville, banques, écoles de commerce, permanence du PS, devanture du Dauphiné-Libéré. Les dégâts sont nombreux. Et je vous rappelle enfin que demain jeudi, des manifestations sont prévues à Grenoble comme ailleurs contre la loi travail et son passage en force à l'Assemblée. Prenez vos précautions et passez une très très bonne soirée en suivant nos programmes sur France 3. À demain.